heure après heure, jour après jour, mesdames et messieurs, nous revoilà pour un autre numéro de votre matinale. Nopineden qui prend ainsi l'envol pour son 22e numéro. Que ça fait du bien de vous retrouver tout simplement. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce cercle chaleureux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous aussi, Karamat. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le duo vous revient en pleine forme ce lundi. J'espère que vous avez su profiter de votre week-end, surtout pour vous reposer, pour vous détendre également. Très important en tout cas pour entamer une très belle journée de lundi. Et nous sommes lundi. Nous sommes effectivement lundi. Lundi, c'est le premier jour de la semaine et qui dit lundi sous-entend nouveaux objectifs. Nous vous souhaitons d'ores et déjà la réussite parfaite dans tout ce que vous allez entreprendre, quel que soit votre secteur d'activité, dans vos affaires ou au service rock. Nous sommes aujourd'hui le 24 février. Et qui dit le 24, c'est pratiquement la fin du mois. Oui, qui dit la fin du mois pense justement au salaire. Oui, c'est vrai que certains l'ont déjà reçu, d'autres sont en attente. Eh bien, le salaire n'est rien d'autre que ce qui est dû à un employé après un temps de travail accompli. Comment les travailleurs salariés, qu'ils soient dans le secteur privé comme dans le secteur public, gèrent-ils leur fin de mois? Le sujet sera abordé dans cette émission dans quelques minutes plus précisément. Merci beaucoup. Effectivement, Roch, dans quelques minutes, on va faire le débat autour de la gestion du salaire. Et pour compléter, les salariés gardent-ils le sourire du début jusqu'à la prochaine paye? Quel est le secret de ceux-là qui réussissent à s'en sortir? Autant de questions. En tout cas, moi, je garde le sourire. Restez, c'est très important de garder le sourire, quelle que soit la situation, mais c'est parfois un peu compliqué. Donc, nous verrons tout cela tout à l'heure avec nos invités, avec vos contributions également, chers amis téléspectateurs. Vous savez, même dans la complication, vous êtes obligés de garder le sourire. Ben voilà, chers amis, restez simplement avec nous pour nous apporter votre point de vue sur la question. Mais avant, vous allez permettre qu'on puisse planter le décor avec ces merveilles du Bénin. C'était là notre petite randonnée dans l'embarcadère de Dantokpa. C'est un véritable flux commercial qu'on enregistre autour de ces engins de déplacement des barques motorisées. Il faut dire que c'est un autre moyen de déplacement pour les uns et les autres et surtout les commerçants et commerçantes. Quand on parle de Dantokpa et environ, Rokakoyenou, vous en savez quelque chose? Ben oui, qui parle de Dantokpa parle d'un marché international le plus grand d'ailleurs de la sous-région qui brasse des milliards comme chiffre d'affaires par jour. C'est un marché qui s'anime pratiquement tous les jours, bien qu'il
qu'il y ait des jours spécifiques pour son animation. Oui. Eh bien, c'est un marché qui est fréquenté par pratiquement tous les pays de la sous-région. Ah oui, ils sont nombreux à venir du Togo, de la Côte Tout à fait. d'Ivoire, du Ghana. Et ce qui est Juste merveilleux, venir s'approvisionner. ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est qu'il y a une berge lagunaire qui balaie les côtes de ce marché. C'est très beau. Actuellement, cette berge est en réaménagement pour y installer des infrastructures d'envergure et pour lui donner encore un autre attrait touristique. Ça va être très beau ce qui s'annonce de l'autre côté. C'est très important ce qu'ils annoncent. Donc, là, les touristes, on va juste patienter quelques petits mois pour voir s'ériger et sortir de terre tout ce qui est prévu. Tout à fait. Et nous par serons le gouvernement en place, les autorités. Ici, absolument. Nous serons ici pour montrer ces belles images qui révèlent le Bénin, mesdames et messieurs. Et voilà, c'était donc les merveilles, ce que nous avons pu réserver pour vous aujourd'hui. Alors, Rocapoyinou, j'aime bien quand c'est vous qui installez ou qui dressez le tapis rouge à nos amis les humoristes. Oui. La rubrique est encore au rendez-vous aujourd'hui. Oui, la rubrique est au rendez-vous aujourd'hui. Il a été le premier humoriste à nous avoir accompagnés, à démarrer cette émission. Et après, il a disparu. Les téléspectateurs nous ont appelés pour nous demander mais pourquoi il ne revient plus. Oui, eh bien, on constate qu'il est là. On constate qu'il est effectivement là. Vous le voyez sans doute, mais ne vous trompez pas, c'est toujours lui. Vous l'avez souvent vu dans son nagone avec son rouge au cou. Cette fois-ci, il a fait le beau mec. Apparemment, peut-être qu'il a été... Même quand il est dans son nagone, moi je le trouve toujours mignon. Hein. À chacun, ce qu'il met dans beau est mignon. Moi, je vous trouve mignon. Ah oui, bonjour en tout cas. Bonjour. C'est Eliphaz. Voilà, tout à fait. Bon, les gens le connaissent. Eliphaz, bonjour. Bonjour. Et vous savez, j'ai suivi récemment l'une de ses prestations. Moi-même, sur mon téléphone, j'ai fatigué. Il dit, écoutez, levez-vous, mesdames et messieurs, pour rendre hommage à quelqu'un qui m'aide beaucoup à écrire. C'est lui qui m'inspire pour l'être. Il dit, mais la personne s'appelle Jacques. Et toute l'assistance s'est levée, effectivement. Et ils ont observé la minute de silence. Et par finir, vous savez de quel Jacques s'agit-il? C'est le Jacques de Titanic. Jacques et Rose. La compagne de Jacques dans Titanic, c'est Rose. Oui, c'est Rose. Rose qui a survécu à ce naufrage. Oui, je ne trouve pas ça normal. Parce que comment ça? il aurait pu envoyer Rose sur le lac Tao. Il n'allait pas mourir. Alors, Eliphaz, bonjour, sois le bienvenu. Bonjour, merci. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir avec vous ce petit matin? Oui, vous savez, après l'émission, le premier numéro, j'ai été appelé pour les États-Unis. Ah bon? Oui, et j'ai refusé. Pourquoi? J'ai refusé parce que vous savez, c'est une opportunité. Non, ça c'est des foutaises. Quoi? Non, franchement, moi opportunité pour aller aux États-Unis, ce que les gens cherchent? C'est des foutaises. Vous savez, regardez tout ce qu'on a vécu. L'esclavage, la traite négrière, Malcolmisme, Martin Luther King, tous ceux-là sont morts. Oui. Et nous, on a prié, on a prié, on a prié. On a tellement prié que par fini, Dieu a exaucé nos prières. Et on a eu un noir à la Maison Blanche. Oui. Barack Obama. C'est ça. Mais c'était gagné. Moi, j'ai fait mon passeport. J'étais prêt pour aller. Mon rêve allait se réaliser. Mais lui, il prend le pouvoir, change la Constitution. Il n'a pas changé. Il n'a qu'à changer la Constitution. Mais regardez ce qu'on a vécu. Il prend le pouvoir, il ne peut rien. S'il décidait de changer, mais nous, on allait l'aider. On allait voir nos parents au village, les sorciers allaient se réunir, il allait rester. Même si, regardez à côté les voisins, ça se gère bien. Mais lui, je n'ai pas compris. Il est resté là, durant tout son mandat, il n'a rien foutu. Oui, non, ne dites pas ça. Non, Barack, vraiment, Barack, ce n'est pas quelqu'un de bien. Oui. C'est à cause de lui, moi, j'ai dit, je ne pars plus. Ah bon? Oui. Maintenant, ça va encore. Sa femme, c'est autre chose. Ne donnez même pas Michel à votre enfant.
Non, 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 Michel, c'est pas bien. Bon. Comment toi, tu es femme, première dame de la puissance, de la plus grande puissance du monde. Ouais. Tu arrives, mais fais tes tours du monde. Va à Dubaï, viens même à Ganvier, on va te recevoir. Mais elle est là, elle ne fait rien, elle est assise, tranquille. C'est comment? Moi, je ne comprends pas. Ah bon? Et ses enfants? Voilà encore quelque chose que je n'ai jamais pardonné. Toi, vous êtes des enfants du plus grand président du monde. Mais on vous voit dans les restaurants faire des services, c'est pas bon. C'est ce qu'il faut, non? C'est pour nous prendre nos boulots. Les enfants de chefs d'État ne font pas ça. Ah bon? Moi, non, Barack, vraiment. Bon, il a été quelqu'un vraiment d'humble. Quand moi, je regarde ça, vraiment, c'est... I have a cauchemar, hein? Ce n'est pas I have a dream. Là, ce n'est plus I have a dream, mais il a eu un cauchemar. C'était donc Eliphaz. Eliphaz, merci beaucoup, mais apparemment, il retient, comment on appelle-t-on, un mauvais souvenir du passage de ce président noir à la tête des États-Unis. Non, vous mais c'était comprenez. juste pour rigoler. Oui, c'est pour rigoler. Voilà. Il est en train de dire par là que, bon, ce sont les Africains qui ont l'habitude de... Imaginez Trump. S'il était noir. C'est ce que nous allons peut-être essayer de découvrir avec vous pour votre retour vers la fin de cette émission. Eliphaz, merci beaucoup. Si ça ne vous dérange pas, restez avec nous autour de ce plateau pour qu'on passe à la rubrique suivante, Rock. La rubrique suivante, oui, C'est le clip. Le clip, oui, le clip. Eh bien voilà, le clip à présent, ce que nous allons déguster, savourer, c'est un featuring entre le Bénin et le Togo, je dirais, entre un artiste ou une artiste béninoise et un chanteur togolais qui malheureusement, et ainsi va la vie, nous a quittés la semaine dernière. Deux jeunes gens, Fanny Sena et Omar Bi, pour ainsi honorer la mémoire de l'artiste qui a tiré sa révérence. C'était précisément vendredi dernier. Nous allons revenir sur ce son qu'ils ont eu à faire ensemble. I Love You, on vous aime. Je n'écoute pas les jaloux, je regarde pas les ondits. Non, nous et ma ou qu'on n'a pas, mais tous les mains si sous bébé. Oh, Anna nous tient, ma foïgo. Laisse-les dire qu'à moi je t'aimerai toujours. Oh, je t'aimerai toujours. Hey, hey. Babe, I love you. And if you love me too, I never tried to betray you, 'cause you're the only one that I love. Oh yeah, je t'aimerai, je t'aimerai. T'aimerai toujours. Enokinele womade baby, udika kwila delano, udika. Enantole womsi batikisi, yemule blanche. And you know me better, like I know you. Like I promised you, you're my glue there. Lola conca, dompa, kamona le bazekba, tonya ya toye. Panodo tone polubo baby, odeka muleba. Ndekeme, utrome, ezame tocha, you remain my love. And if I keep on living, all I'm doing is for you, babe, I love you. And if you love me too, I never tried to betray you, 'cause you're the only one that I love. Oh yeah, je t'aimerai, forever.
mélodie, c'était Fanny Sena fit Omar B. Une manière pour nous de présenter nos vives condoléances à la communauté togolaise et à la communauté togolaise vivant également au Bénin. Et par la même occasion, nous présentons nos condoléances pour consoler justement les nombreux fans de l'artiste qui nous a quittés dans la fleur de l'âge. Eh bien, je dis repose en paix, Omar B. Salut à toi, l'artiste. Ainsi va la vie, tout simplement, nous on continue le périple et dans cette émission, ce que nous allons faire à présent, c'est le débat, on l'installe, si on en savait. Si on en... On en parlait, Karamat. Et si on en parlait effectivement, Roch, on va en parler, ne vous en faites pas, puisque nous avons déjà déballé le sujet, nous allons parler du salaire, la paye, la fin du mois, comment cela se gère du côté des uns et des autres. Comment réussir à trouver l'équilibre dans la gestion du salaire? Eh bien, vous savez, quand la fin du mois approche ou bien quand on dépasse légèrement la première moitié de la quinzaine, eh bien, les soucis commencent. Eh bien, est-ce qu'il faut avoir ces soucis? Eh bien, comment gérer son salaire? Nous sommes là pour en parler avec nos invités. J'ai le plaisir de présenter Madame Danielle Adeshoubou. Bonjour, Madame. Bonjour. Oui. Permettez-moi de vous dire que vous avez un très beau sourire. Merci. Vous êtes coach. Oui. Merci d'être là. En face de vous, c'est Monsieur Eric Anator. Bonjour. Bonjour, monsieur. Très bien habillé également. Merci. Oui. Vous êtes professeur de français. Oui, absolument. Oui, vous êtes un enseignant. Et vous allez nous dire dans ce studio, sur ce plateau également, si vous vivez également les mêmes difficultés que tout fonctionnaire ordinaire ou bien vous avez une manière assez particulière, des astuces pour gérer votre fin de mois. Et puis, un appel téléphonique, nous aurons à joindre Armel Alavant. Il est expert en éducation financière. Dites-nous déjà, Karamat, d'entrée de jeu. Et si on demandait à Madame Adeshoubou de nous dire ce qu'elle entend par le salaire, on va partir de là. Le salaire, pour vous, Madame Adeshoubou, en tant que coach, qu'est-ce que c'est en fait? D'accord, merci. Bonjour à tous, bonjour Karamat. Bonjour. Je dirais ceci, le salaire, nous devons comprendre, c'est un montant, une certaine somme que nous gagnons qui nous permet de prendre en charge nos besoins fondamentaux, plus l'épargne et aussi plus l'investissement. Donc, besoins fondamentaux, plus l'épargne et une petite portion d'investissement. Ça veut dire quoi? Quand on prend le salaire, il faut tout de suite le diviser en 3 portions, quitte à chacun de voir le pourcentage à réserver à chaque portion. Il faut déjà investir dans ses besoins déjà fondamentaux. Il faut aussi prévoir une partie pour l'épargne, c'est-à-dire économiser. Et l'autre, il faut aller investir. C'est important de faire cette répartition. Monsieur Anator, Madame l'a dit, le salaire doit servir aux besoins fondamentaux, à l'économie et à l'investissement. Voilà. Est-ce que vous pensez que le salaire sert effectivement à cela? Oui, bon, sinon, c'est ce qu'on croit. Et c'est ce qu'on tente de faire. Mais souvent, on ne réussit pas à le faire. Parce qu'il arrive à des fois où vous touchez et vous répartissez les charges. Vous dites peut-être, bon, ça là, c'est l'épargne que j'ai, c'est mon économie. Mais 3 jours après, vous retournez à votre compte. Parce que ce que vous avez prévu pour le mois, vous l'avez épuisé. Mais si vous l'avez épuisé et que vous êtes tenu de faire recours à votre économie, ça veut dire que vous n'avez plus d'épargne. Mais justement, pourquoi est-ce que dans les dépenses, on n'arrive pas à gérer, rester dans la marge qu'on s'est définie soi-même? Le problème, c'est quoi? C'est que vous prévoyez. Mais vous ne connaissez pas les imprévus qui peuvent venir. Bon, je suppose que vous avez fait une économie de 20 000 francs ce mois.
une semaine après, peut-être, on vous appelle, on vous dit, bon, il y a telle urgence au village et qu'il faut reprendre. Les 20 000 francs que vous avez économisés là ne restent plus là jusqu'à la fin du mois. Ça me permet de demander à madame, est-ce qu'il ne faut pas ajouter une 4e rubrique, les imprévus? Ok, d'accord. C'est une très belle question et c'est la réalité que vivent beaucoup de salariés. Ce que je dirais, c'est que les imprévus, comme le nom l'indique, c'est des imprévus. Et des imprévus, c'est ce que vous êtes sûr de rencontrer par mois. Donc, vous aurez forcément des imprévus. Maintenant, voici ce qui se passe. Soit nous prenons en compte tous les imprévus, soit nous décidons de fermer les yeux sur quelques imprévus. Parce qu'en réalité, imaginez-vous par exemple que vous n'aviez plus rien. Qu'est-ce qui se serait passé avec l'imprévu? L'imprévu, il risque de passer. Non, mais si c'est vraiment important pour vous, Oui. vous vous décarcassez pour trouver ce qu'il faut, quitte à royer même sur ce que vous n'avez pas encore perçu. C'est pour ça que je disais fermer les yeux sur certains imprévus. Il y a certains imprévus qui peuvent ne pas être aussi importants et capitaux pour vous. Par exemple, si c'est un imprévu qui vous permet peut-être de... La plupart du temps aussi, on veut faire une bonne image, impressionner, montrer également une bonne impression à l'extérieur, peut-être auprès de la famille et tout. Oui. Mais on n'est pas obligé de satisfaire tout le monde. Parce que lorsqu'on cherche à satisfaire tout le monde, on finit forcément en train d'être déprimé. Voilà. Et c'est un aspect important de l'aide sociale qu'elle est en train de toucher et qui fera avec le temps, je crois déjà demain ou après-demain, l'objet de notre plateau. On va donc y revenir, Madame Adéchobou. En attendant, on continue avec vous. Mais pourquoi aujourd'hui, on se rend compte que le salaire que l'on perçoit n'arrive pas toujours à couvrir nos charges? Pourquoi on a cette difficulté? Est-ce que ce n'est pas mauvaise gestion ou qu'est-ce qui peut expliquer cela? On se rend compte de nos jours que le salaire n'arrive pas à couvrir la majorité de nos charges. C'est comme si même, avant que le salaire ne vienne, une partie du salaire est déjà dépensée. C'est même pas une partie, la totalité même. Donc, quand le salaire vient, c'est juste pour payer les dettes à gauche et à droite. Et finalement, on se retrouve encore essoufflé avant la fin. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. D'abord, cela parle... Nous serons peut-être choqués, mais cela part d'une bonne estime de soi. Apprenons à être satisfaits avec la personne que nous sommes. Apprenons à comprendre que notre valeur ne dépend pas forcément du fait que j'ai un nouveau portable, ou du fait que j'ai une voiture, ou du fait que je sois en train de dépenser, de manger un certain nombre de mets à midi. Ma valeur ne dépend pas forcément de ça. Donc, nous devons être assez confortables avec qui nous sommes en réalité et ne pas chercher forcément à vivre le niveau de vie pour refléter une autre image à l'extérieur. Donc, vous trouvez donc par là que c'est parce que les gens essaient un peu de dépasser ou bien de trop viser, de voir un peu trop grand dans leur quotidien, c'est cela? Oui, les gens... La majorité des personnes essaient peut-être de vivre une vie pour refléter une certaine image à l'extérieur. Donc un peu au-dessus de leurs moyens. Un peu au-dessus des moyens. Ben, là aussi, c'est pour se donner une certaine valeur également. Justement, c'est ce que je disais. Oui. Parce qu'on se dit, OK, si je montre cette image, j'ai de la valeur. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui définit nos valeurs. On vous considère beaucoup plus. Vous pouvez mieux apparaître et puis vous rentrez chez vous, vous délayez du galet. Exactement. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur, mais je fais bonne image à l'extérieur. Oui, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, ça? Je dirais plutôt que cela ne définit pas ma valeur. Voilà. Cela ne définit pas ma valeur. Je prends quelqu'un aujourd'hui, la vraie valeur de toute personne, c'est quoi? C'est la qualité de l'information que la personne détient à l'intérieur d'elle. Les compétences, les aptitudes. Donc, ma valeur n'est pas liée à mes biens matériels et tout. D'accord. Je ne sais pas si M. Anato est du même avis que vous. Bon, je ne sais pas. Sinon, ça dépend de la société dans laquelle nous vivons. Tout à fait. Nous, en Afrique, on nous a habitués à la solidarité. Et on se dit, généralement, le salarié, c'est le Akawi. Oui.
Et quand c'est lui Celui encore, qui a les moyens. c'est lui qui a les moyens. Et ils ne sont pas... Est-ce que vous ne partagez pas ce point de vue des uns et des autres? Oui, c'est bon, c'est de notre société, c'est de notre culture. Puisque tout le monde n'a pas eu la chance de porter costume comme nous. Donc vous Bon, avez les moyens, peut-être- M. Anator. Non, c'est l'image qu'on reflète. Moi, je dis, non, c'est un fonctionnaire. Bon, on ne sait pas si tu es au SMIC, mais on sait que tu es un fonctionnaire. On ne veut même pas savoir. Oui, on ne veut combien même pas tu savoir. gagnes, Non, en on fait, sait hein. que tu es Une fois que fonctionnaire. tu es fonctionnaire, c'est Ah, il est journaliste à l'OETB, non, c'est un grand, c'est un fonctionnaire. Ah oui. Et quand on a un problème, tout le monde fait recours à vous, Ça, le c'est- journaliste ça, c'est- de l'OETB. ça, c'est Et vrai. puis tout le Sans monde fait savoir recours à comment vous, il trime. l'enseignant. Parce que sans savoir comment il se gère, il se dit, c'est bon, monsieur trouve parfois de carburant à partir de 15 pour aller, mais quand même, lui-même se dit, puisqu'on me fait recours, je ne suis pas le seul, mais c'est moi, on appelle souvent, alors il faut que je réagisse. Maintenant, alors il faut que je réagisse, bon, il est obligé de finir ce qu'il a, bon, il n'a plus rien, et il s'endette. Lui, il s'arrange pour satisfaire les autres, et il souffre. C'est ça. C'est là. Donc il y a un facteur, c'est-à-dire sociologique qu'il faut voir. Et C'est effectivement, très il y a un important. facteur sociologique qu'il faut revoir. Mais en dehors de ça, ce qui pompe aussi le salaire, est-ce que ce ne sont pas les prix des denrées aujourd'hui, la popote qui augmente, l'argent que vous donnez ne suffit pas, madame la qui se popote qui présente? augmente ou le prix de la non, le panier de la ménagère. n'allez pas sur ce terrain. Parce que quand vous savez que, bon, avant vous prenez le paquet de sucre à 400, aujourd'hui c'est à 450 je suppose, hein, ou bien c'est à 500, ça veut dire que vous faites votre budget en conséquence. Je connais même des gens qui, quand vous arrivez chez eux, ils ne mangent pas grand-chose. Mais quand vous les voyez dehors, c'est-à-dire, vous êtes impressionné, vous voyez que c'est de grandes personnes, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui dépensent bien, mais à la maison, bon, on ne peut pas, même pas. C'est la pâte avec le piment Voilà, et le voilà. poisson à côté. Mais on va pas leur en vouloir. Hein. C'est chacun qui essaie de définir son mode de vie pourvu oui, qu'il absolument, soit à l'aise. absolument. Et contrairement à ce que vous dites, il y en a qui s'acceptent tels qu'ils sont et gèrent à l'intérieur, qui mangent bien, mais à l'extérieur, c'est comme s'ils ne sont pas nantis, Oui, ils n'ont pas absolument. de moyens. C'est d'autres images on présente. On présente. Mais lorsque, M. Anator, lorsque, bon, je prends votre cas, hein, pas spécifiquement vous, lorsque vous êtes à un moment donné du mois et que vous n'avez plus de quoi vraiment vous tenir jusqu'à la fin du mois, comment vous faites? Et bon, c'est là que vous vous accrochez. D'abord, vous accrochez à deux choses. D'abord, à votre calendrier. Et après, bon, à vos amis ou frères qui ne sont pas salariés comme vous. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que bon, l'heureux, ce n'est pas le salarié. L'heureux, ce n'est pas le salarié. C'est peut-être... Et qui est heureux selon vous? Peut-être, bon, excusez-moi, peut-être un maçon ou bien un mécanicien qui rentre le soir, au C'est-à-dire moins les avec quelque chose. C'est-à-dire les artisans. Pas seulement eux, mais l'entrepreneur. L'entrepreneur, les artisans, Oui, ceux puis qui, celui, à il est la fin sûr. de la journée, rentrent avec une Oui, recette. puis toi, tu attends Vous 30 estimez jours. qu'ils sont plus heureux Bon, c'est ce que moi, c'est mon avis. Toi, tu attends 30 jours, mais lui, le soir, peut-être il rentre avec 2500, bien avec 3000. Lui, il va bien manger que toi. Mais toi, tu as pris peut-être 500 000 le mois, mais tu as filé 500 000 en 2 semaines. Est-ce à dire qu'on ne peut pas être heureux avec son salaire? Bon, j'ai posé cette question-là. Monsieur Anator, Oui, j'ai posé je cette vous la question-là à mon renvoie, directeur. Je vous la renvoie. Il m'a dit que, bon, finalement, on lui a dit que le salaire est conçu de telle enseigne que, avant la fin du mois, vous puissiez en manquer. Là, ça va vous pousser à continuer encore le mois prochain. C'est-à-dire, on n'est pas riche avec son salaire. Effectivement, Vous répondez, madame, vous répondez quoi à cette accession? Effectivement, je dirais plutôt que pendant que je suis en train de gagner un certain salaire, je dois grandir en compétences. Donc, par exemple, regardez, lorsque je prends le salaire, vous voyez, vous payez le loyer, vous payez l'électricité et l'eau. tout, vous payez tout Si le vous monde. avez un chauffeur, Exactement, le chauffeur. Mais est-ce que vous vous payez vous-même? Se payer vous-même, c'est quoi? Se payer vous-même, ce serait par exemple décider de suivre une formation, un cours d'anglais par exemple. En ce moment, vous vous payez vous-même. Donc lorsque vous regardez le salaire, la plupart du temps, notre salaire va toujours vers les autres, mais ne vient pas vers nous-mêmes. Lorsque nous apprenons à nous payer nous-mêmes et nous grandissons dans nos compétences, dans nos qualités, dans nos valeurs, en ce moment-là, je travaille pour l'avenir.
Cela veut dire que j'ai un certain niveau de salaire aujourd'hui, peut-être 300 000 ou 500 000, mais en faisant ce geste où je me paie moi-même, je suis des formations, j'évolue en compétences et tout, je sécurise l'avenir en sachant que je peux obtenir maintenant une promotion parce que j'ai plus de compétences à vendre. Et qui dit promotion dit quand même augmentation légère. De salaire un tout oui, petit peu. Exactement. Alors, on va voir, si vous permettez, Madame Adéchoubou, Monsieur Anator, ce que pensent aussi les citoyens que nous avons pu interviewer ici même à Cotonou. Quel est leur avis sur le salaire? Est-ce que le salaire peut toujours suffire pour gérer les 30 jours qui arrivent? Nous allons le découvrir ensemble à travers cet élément. Le salaire, ça concerne ceux qui sont dans l'administration publique ou privée qui ont quelque chose à prendre à la fin du mois, déterminé par sa fonction. Le salaire se définit comme la rémunération que vous percevez pour survivre pendant 31 jours. Le salaire suffit à celui à qui ça suffit. Bon, sinon, si on prend le salaire dans le contexte que nous le comprenons, que c'est quelque chose que tu perçois à la fin du mois, mais le salaire ne peut pas suffire du fait qu'au jour le jour, les dépenses s'accumulent, augmentent. Et, par exemple, aujourd'hui, si tu étais célibataire pour entrer dans une fonction, que ce soit publique ou privée, le salaire que tu touches, pour toi seul, ça peut te suffire. Mais du moment où tu prends une épouse, même si tu es femme, du moment où tu te maries aussi, c'est que les dépenses augmentent et le salaire, ça impite sur le salaire déjà. Et quand vous faites encore enfant, donc les dépenses augmentent, mais voilà que le salaire n'augmente pas. Charge, il y a un temps, à ce que j'ai gagné, il y a sous nos gagné. Nous y a nos plaidés, pour nous en payer le rhum. Tous les films étant les autres. Je dirais que le fonctionnaire béninois n'a pas la culture de planification. En principe, là, avant de sortir un franc, c'est-à-dire, il devait le prévoir dans son budget mensuel parce qu'il attend le salaire de façon mensuelle, quoi. Mais il y a des imprévus. C'est vrai, on parle d'imprévus, mais il devrait normalement prévoir ça dans son budget. C'est-à-dire ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a des amis qui viennent et comme on a l'esprit de la solidarité, on essaie de faire avec, si bien que après quelques jours, il est toujours dans le besoin de passer de l'argent. Tous les trucs là, ça coûte cher. Si ça coûte cher, donc le salaire aussi doit augmenter. On n'augmente pas le salaire reste même. Il y a des gens, depuis 10 ans, le salaire qu'ils prennent, ils prennent ça jusqu'à aujourd'hui maintenant. Notre pays est un pays à économie dominée. Et c'est un pays dont le développement est axé sur la fiscalité. Donc si l'État béninois devrait payer le fonctionnaire, ce n'est pas ce que nous gagnons. Donc, mais on essaie de faire avec. Le fonctionnaire béninois a toujours mangé son blé en herbe. C'est pour vous dire que le salaire est insignifiant, quoi. J'essaie de solliciter l'aide des amis. Lorsque je vois que je n'ai plus de liquidité pour pouvoir couvrir le mois, mais c'est des cas rares, isolés. Eh bien voilà la moisson que nous avons pu recueillir pour très bonne. Nous avons entendu beaucoup de choses. L'équipe qui était sur le terrain et qui a pu avoir donc ce résultat-là. Vous avez suivi ensemble avec nous sur ce plateau et nous on faisait déjà notre petit commentaire autour. Il y en a qui ont parlé d'augmentation de charges qui justifierait un peu cette difficulté à gérer son salaire et quelqu'un qui vient mettre l'accent sur quand même quelque chose de très important et il parle de planification et il paraît que le béninois, entre griffes, n'est pas quelqu'un qui arrive à se planifier. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces intervenants, madame? D'accord. C'était, comme vous l'avez dit, de très belles interventions et on a l'habitude de dire ceci. Si vous échouez dans votre planification, vous avez planifié d'échouer.
Si vous avez planifié d'échouer. Oui, si vous échouez dans votre planification, vous avez planifié d'échouer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le succès commence avec une bonne planification. D'accord. Donc, c'est ça. Mais vous savez, nous avons entendu également dans la Vox Pop des gens, ils ont essayé de faire une caricature. Tu étais célibataire, tu as un salaire donné. Tu grandis, tu décides de te prendre une épouse. Le salaire ne change pas de l'autre côté. Mais est-ce que c'est une mauvaise planification, ça? Parce que quand vous avez désormais une femme... C'est un élément qui vient perturber et il faut désormais reconsidérer sa planification. On revoit. Ce que moi je dirais, c'est ceci. Vous n'avez pas décidé de vous marier du mois au lendemain. Donc, c'est quand même une planification. Je vois quelqu'un, je ne l'épouse pas le mois qui suit. Donc, je suis peut-être en amitié, je dis, OK, on planifie de se marier. Maintenant, si on planifie comment on s'organise, voici mon niveau de salaire, voici ce que je gagne, comment on s'organise. Il y a aussi une autre option. On peut décider de faire un petit investissement qui va nous rapporter quelque chose de tout petit par mois, et on décide, OK, on se marie à tel niveau parce qu'on sait qu'on a un petit investissement. Ou bien, c'est qu'on se marie, mais on réduit son niveau de vie. Voilà, comme quoi on ne doit jamais rien faire sur un coup de tête. On prend le temps de bien réfléchir et de voir en fonction de ce qu'on a. Je voudrais bien rebondir sur l'exemple de Roch. Oui, justement par rapport à cet exemple-là, et tout à l'heure quand le monsieur de la Vox Pop parlait, on riait sur ce plateau et madame disait que non, mais pourtant il y a des gens qui ont des maîtresses dehors. Elle a dit que ça ne les empêche pas d'avoir des maîtresses. C'est moi qui ai demandé, est-ce que se marier, est-ce à dire que c'est la femme qui vient ronger le salaire et elle appuie en disant, mais ça ne les empêche pas, enfin certains, d'avoir des bureaux. Qu'est-ce que vous répondez à cela, M. Anatole? Non, il a une très belle réaction. Je voudrais qu'il la partage avec. Non, c'est vrai, bon, c'est la perception de la femme. Étant naturellement jalouse, elle veut que vous soyez à elle seule. Mais parfois, dans votre difficulté, vous avez tendance à aller chercher de secours. Et c'est là que... Et quand vous allez chercher de secours, peut-être vous cherchez quelqu'un qui est financièrement peut-être plus élevé que vous. Et ça peut être une femme. Mais quand c'est une femme et qu'elle est, bon, peut-être elle est tombée sur votre charme, elle vous apprécie. Vous cédez à son charme. Non, c'est pas que vous allez devenir son mari, mais finalement, vous la prenez comme aide. Mais madame la prend comme copine ou bien femme. C'est vous qui savez ce que vous cherchez sur elle. C'est ce genre de refus pour pouvoir finir le mois, finalement, que vous allez peut-être finalement. C'est un autre salaire, effectivement, ça pompe, il faut pas encourager cela. Il faut pas encourager cela, mais on peut avoir des amis. Des amis, voilà, des amis. Qui échanger des idées. Ce sont, oui, des amis avec qui échanger des idées. Des aides, quoi. Bon. Non, vous savez pourquoi j'aime bien les interventions de M. Anatole. Il est précis dans ce qu'il dit. Roch essaie de voiler, de camoufler un tout petit peu. Hein? Bon. Mais nous, on voit. M. Anatole, lui, vient mettre à la place publique. Merci beaucoup. Alors, on va évoluer dans le débat. Roch. Nous sommes déjà en direct avec notre expert, M. Armel Alavo. Il est expert en éducation financière. Il est déjà en ligne. Bonjour, Monsieur Alavo. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de la gestion du salaire. Comment trouver le juste milieu, justement, l'équilibre pour ne pas fléchir avant la fin du mois. Alors, dites-nous déjà, est-ce que le salaire permet aux salariés de couvrir toutes ces charges? Déjà, merci beaucoup. J'ai suivi un peu le débat sur la question. Ouais. Mais je crois que déjà, je ne commence pas à dire que le salaire, c'est effectivement la rémunération que vous percevez donc face à l'effort que vous fournissez plutôt dans le cadre d'un contrat de travail. Alors, vous avez le salaire qui est souvent statique, d'accord, oui, face à des dépenses qui sont très dynamiques.
Absolument, c'est très important. J'ai suivi un exemple tout à l'heure où, je crois que c'était le coach qui disait, vous avez acheté peut-être le pain il y a un mois à 150 ou à 100 francs. Ouais. Aujourd'hui, le pain est à 125 francs. Mais le salaire n'a pas évolué de la même manière. Alors aujourd'hui, il est effectivement question, compte tenu du fait que le salaire n'arrive pas toujours à couvrir les charges, de s'organiser. L'organisation passe par la planification budgétaire. Je crois que quelqu'un, au cours de votre Vox Populi, il y a quelqu'un qui a abordé la question, la planification budgétaire. Ouais. Il faut que vous teniez un budget. Le budget qui enregistre donc les revenus et les dépenses. Et quand vous voyez la partie revenus, quand on parle donc du salaire, il n'y a que le salaire. Et donc, une seule source de revenus. Alors, quand vous prenez la partie dépenses, vous avez plusieurs dépenses. Les dépenses incompressibles, d'accord. Vous avez la partie épargne, mais j'ai entendu parler très peu d'épargne tout à l'heure. C'est vrai que il y a une parenthèse qui a été ouverte sur l'épargne, mais j'ai vu qu'on n'a pas vraiment parlé donc de l'épargne. La coach sur le plateau nous a dit qu'il faut faire la répartition en 3 grands chapitres. Il y a les besoins, l'économie, l'épargne et l'investissement. Et puis les investissements. Oui, et on a essayé de trouver une 4e rubrique qui est les imprévus. Oui. Je ne partage pas entièrement cette composition ou cette constitution donc, du salaire. Alors, je parlerai plutôt de la composition du budget. D'accord? Et donc, quand vous avez les dépenses incompressibles, vous avez après des charges que vous pouvez ne pas supporter. Je parle donc de la priorisation donc, de vos dépenses. Il y a des dépenses qui ne sont pas obligatoires. Donc, il faut prioriser. Oui, faire la différence entre vos besoins, vos plaisirs et vos priorités. D'accord? Et commencez par satisfaire les priorités. Alors, lorsque vous parlez de planification budgétaire, qu'est-ce qu'on doit y mettre concrètement? Ben, comme je l'ai dit, vous avez au niveau de la partie revenu, vous avez votre salaire. Au niveau de la partie dépenses, vous avez tout ce qui est sorti de fonds. Oui. Le loyer, l'électricité, l'eau, les achats, le remboursement d'un crédit éventuellement, l'épargne, la tontine, etc. Autant de choses que vous pouvez mettre dans la partie dépenses. D'accord? Oui. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes face à une situation où, même quand vous épargnez, on a tendance à toujours retenir vers l'épargne. Parce qu'il y a effectivement des imprévus. Ouais. Et comme elle a dit tout à l'heure, il faut également prévoir la partie imprévue. Mais l'épargne ne permet pas toujours de supporter, ou du moins de réaliser ses rêves. D'accord? Et donc, dès que vous épargnez, et généralement, moi je conseille aux gens de constituer une épargne qui fasse par exemple 20% de votre salaire. Entre 10 et 20%. En fonction de votre revenu. Et il y en a qui vont au-delà. Parce que toutes les fois que vous avez la chance ou l'occasion d'épargner, n'hésitez pas. Parce que quand vous prenez votre salaire, tout ce que vous sortez comme ressources, ça ne vous appartient pas. Le propriétaire prend le loyer, la SBE, enfin, l'institution qui offre les services donc de l'électricité, prend pour elle. Et donc, ce qui vous revient réellement, c'est l'épargne, les 20%. Et donc, toutes les fois que vous avez la possibilité d'aller au-delà des 20%, n'hésitez surtout pas. Mais en dehors de cette planification budgétaire que vous évoquez, est-ce qu'il ne faut pas que le salarié pense à une activité génératrice de revenus pour justement, j'en arrivais là. En fait, quand vous constituez votre épargne, d'accord, il faut progressivement commencer par voir dans quoi il faut placer l'épargne pour qu'elle puisse être vraiment rentable pour vous. Et donc, investir. Investir suppose une activité génératrice de revenus. Investir suppose aller peut-être sur le marché boursier. Investir suppose constituer une épargne à terme, je veux dire un dépôt à terme dans une banque. Et donc, pour tenir compte de tout ce qui est inflation sur le marché. Et donc, dès que vous avez l'épargne qui n'est pas, qui ne vous rend pas riche, l'épargne qui ne vous aide pas, qui ne vous permet pas toujours de réaliser tous les rêves, il faut pouvoir investir. Et tout à l'heure, j'ai été intéressé par l'intervention donc du professeur qui dit que quand vous constituez l'épargne, vous n'avez pas toujours... enfin, il a fait une intervention qui m'a intéressé, où j'ai compris qu'avec l'épargne, effectivement, vous ne pouvez pas tout supporter. Et donc, vous êtes obligé parfois pour régler quelques questions donc, de tension de trésorerie, de recourir vers les entrepreneurs, justement parce que l'entrepreneur au quotidien est liquide. Mais vous savez, aujourd'hui, les tests en vigueur ne permettent pas à un salarié, surtout de la fonction publique, d'avoir des activités génératrices de revenus à côté. Non. Les tests
Non, activité génératrice de revenus, je ne demande pas d'aller créer une société, forcément. Mais quand il y a activité génératrice de revenus, ça peut être n'importe quelle autre activité. Vous n'êtes pas obligé de créer une société pour mener une activité génératrice de revenus. Alors, il y a une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Alors, je conseille souvent aux gens, d'avoir, plus par exemple ceux qui louent des appartements. On ne tient pas compte de son niveau de salaire, mais on loue des appartements qui coûtent très cher. Par exemple, vous avez un montant un salaire de 300 000 francs. Généralement, il faut que le montant de votre loyer soit le 1/6 de votre salaire. On ne tient pas compte de ces éléments-là, et donc on peut gagner un salaire de 100 000 francs et puis prendre un appartement qui coûte 45, 40, 50 000 francs. Il y a plein de cas. Hein. Monsieur Alavo, là aussi c'est discutable ainsi parce que vous ne gagnez pas un salaire consistant. Il faut aller louer très loin de votre lieu de travail. Et vous n'imaginez pas aussi la charge que vous allez investir dans le déplacement. Oui, mais c'est ce que je dis. Déjà, il faut commencer par voir. En termes de gestion donc, du transport, il y a beaucoup d'autres aspects qu'on peut voir. D'accord. Si vous voulez régler cette question donc, de déplacement, il y a deux possibilités. Soit vous achetez moins de déplacements, et là encore le problème se pose, parce que les gens n'arrivent pas toujours à apprécier. Parfois, pour régler une question de déplacement, on voit beaucoup plus la satisfaction d'un besoin d'appartenance, au lieu que ce soit la gestion d'un besoin, si vous voulez, de sécurité. D'accord. On va acheter une voiture, par exemple, au lieu d'acheter peut-être une moto qui permet de joindre rapidement le boulot. Alors quand vous achetez une voiture tout de suite, ça va vous engager dans une situation que vous ne pouvez pas gérer. Parce que acheter une voiture implique beaucoup d'autres charges. Il faut pouvoir l'alimenter. Après, Moi, je connais des gens qui ont déjà acheté des voitures, d'accord, des salariés, et déjà un mois après, ont des problèmes de moteur. Ils ont été obligés de changer le moteur. Ça induit encore une autre charge que vous n'arrivez toujours pas à gérer. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Alavor. Je rappelle que vous êtes expert en éducation financière. Vous nous avez apporté beaucoup par rapport à cette thématique. Merci à vous et très bonne journée. Nous revenons sur ce plateau. Merci beaucoup à Roch Akweyinou pour ce temps d'échange avec notre expert sur la question de gestion de son salaire. Nous vous attendons toujours. Continuez par nous envoyer des messages d'un moment à l'autre. Nous allons passer à la lecture de certains qui sont en train déjà d'arriver sur nos différentes plateformes. Alors, retour au plateau. Après donc, monsieur Alavo, que vous avez aussi écouté et sagement, religieusement. Est-ce que monsieur Anatole, à un moment donné, vous avez senti le besoin d'investir une portion de votre salaire, soit en bourse, hein. Vous avez écouté l'expert, il a parlé de bourse, ou de mener une autre activité génératrice de revenus, toujours pour pouvoir trouver l'équilibre de son salaire. Oui, c'est vrai. Bon, c'est une solution qu'on trouve surtout pour les activités rémunératrices, pour pouvoir se donner un coup de pouce. Mais parfois, quand vous restez, c'est-à-dire quand vous projetez et que vous analysez les contours, ça demande de la disponibilité aussi. Voilà que vous êtes occupé de 8h à 18h30 pour des fonctionnaires simples et parfois de 7h à 19h pour des enseignants. C'est un peu difficile c'est difficile, et de pouvoir mener une autre activité. Est-ce que ce n'est pas un moyen quand même de trouver quelqu'un d'autre par soi? Même vous n'allez pas vous lever et aller gérer cela, mais trouver quelqu'un, un employeur, j'allais dire. Sinon, c'est toujours difficile parce que l'autre, lui, il est venu pour gagner peut-être quelque chose à la fin du mois. Il n'a pas le même sentiment que vous. Ça, lui n'est pas dans votre peau. Peut-être vous allez faire peut-être un prêt à la banque. Vous êtes allé faire un prêt. Mais lui, il dit, tonton, il est au coin. Donc lui, il est venu, c'est juste pour profiter de vous. Et finalement, c'est vous qui épuisez votre crédit que vous avez contracté à la banque. Lui, il a pris pour lui. C'est peut-être lui qui vous met en difficulté et lui s'en va. C'est tant que vous n'êtes pas là vous-même pour suivre. Ça ne marche pas. Donc, personnellement, vous n'êtes pas dans ce schéma, vous évoluez tranquillement avec votre salaire et vous vous en sortez? Bon, on ne s'en sort pas trop, mais... Oui, mais les enseignants s'en sortent généralement mieux. Hein. Après le cours, ils ont des cours de répétition à faire à gauche. Et aujourd'hui, vous savez combien ça coûte, surtout les professeurs par enfant, vous réclamez une quarantaine de mille. Vous savez, c'est vrai, c'est un peu vrai. Mais est-ce que les difficultés économiques aujourd'hui, dans le monde, ce n'est pas seulement au Bénin,
permettre à ce que vous payiez à la fin de chaque mois 3 professeurs pour votre enfant, ou bien 2 français, mathématiques. Est-ce que c'est encore possible? Bon, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais s'ils veulent du bien de leur enfant. Mais puisque lui-même, ça, il n'a que ce qu'il gagne, bon, il n'a plus d'autres revenus, il se trouve en difficulté. D'accord. Donc ça fait que bon, vous n'avez finalement que votre salaire, mais vous êtes tenu maintenant, c'est là qu'il faut faire recours au coach pour qu'on vous donne les notions de gestion. D'accord. Alors madame la coach, on a suivi tout à l'heure Monsieur Alavant qui a dit qu'il faut avoir une activité secondaire génératrice de revenus. Oui. Monsieur Anatole estime que lorsque vous créez une activité, que vous employez quelqu'un, celui-là viendra profiter de vous. Donc le mieux, c'est de se contenter de son salaire et d'évoluer tout simplement. Qu'est-ce que vous réalisez par rapport à cette... D'accord. Et je dirais d'abord que c'est ce que je mettais dans investissement au niveau de la définition du salaire. Il faut avoir quelque chose qui vous génère un revenu en retour. Maintenant, c'est pour ça que il faut se donner. Parce que si on ne le fait pas, après, ça finit par nous rattraper. Comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément que vous allez ouvrir une entreprise quelque part qui va vous demander beaucoup d'investissement de votre temps et vous ne pourrez pas gérer. Vous pouvez également faire un investissement de telle manière que cela ne demande pas forcément de votre temps, de votre présence, mais vous savez que vous avez votre retour chaque fin du mois, un peu comme la bourse que beaucoup ne maîtrisent pas aujourd'hui, mais qui est également une possibilité d'investissement. Vous avez aussi la possibilité de partir sur la base de votre potentiel, de votre talent, d'une passion que vous avez, que vous pouvez déjà utiliser. Je prends par exemple quelqu'un qui a la capacité, qui sait faire peut-être des gâteaux et qui travaille peut-être dans une entreprise. La personne a la possibilité de peut-être prendre quelqu'un ou montrer à la personne comment faire du gâteau, commencer par en faire ou bien prendre quelque part et pendant que je suis au bureau, j'ai ça là et j'ai la capacité également ou de les emmener dans certains endroits pour pouvoir... Beaucoup. Exactement. D'accord. Alors, nous allons passer à la lecture de quelques messages très rapidement. C'est vrai que nous en avons eu quelques-uns. Il y a Cyril Yayabé qui dit « Bonjour à tous, le salaire est une rémunération perçue pour un service fait. Dans la plupart du temps, il n'est pas aisé de joindre les deux bouts. Avec cela, voilà, les deux bouts, car il est forfaitaire. Pour ma part, je n'ai jamais été satisfaite de cela, puisqu'il faut toujours faire des acrobaties pour s'en sortir. Heureusement qu'il existe d'autres possibilités, telles que la création d'une seconde activité pour joindre les deux bouts. Lorsqu'à la fin du mois, vous défalquez les frais pour les dépenses régaliennes, il reste peu ou carrément tout est fini. Cependant, il existe un adage qui dit que les problèmes surviennent à la taille de vos possibilités. Donc, c'est discutable. Toutefois, oui, elle continue, elle dit toutefois, les doigts de la main ne sont pas égaux. Oui, nous allons passer à un autre message très rapidement. Oui, avec notre infographiste du jour. Il y a monsieur... Oui, bon, par rapport à la question de savoir qu'il y a des tests qui ne permettent pas aux salariés justement de créer des entreprises, il y a un téléspectateur qui a dit c'est exact, mais ces textes sont d'une caducité énervante. Il faut tout revoir pour moderniser l'administration publique et ses implications. Et il y a un autre qui dit ceci, c'est Honoré Naoum, qui dit salaire. Il répartit le salaire, 80% de dépenses et puis 20% d'économies. Justement, c'est ce qu'il dit. Il dit, si tu n'y arrives pas, alors la clé du bonheur est encore loin de toi. Et puis, il y a un autre message qui va venir certainement. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, oui, envoyez le message s'il vous plaît. La grande, c'est délicat. Il y a certains cas où le salaire suffit largement à leurs besoins, mais l'autre, comme nous,
où le salaire ne couvre pas nos besoins. Bon, ce n'est pas bien compris. Dans ce cas, on réfléchit à notre niveau de revenu mensuel et on pense à créer des sources de revenus autres que le salaire. Pour mon expérience, je me suis privé de beaucoup pendant mes premiers mois de salaire afin d'épargner et lancer une activité parallèle à mon boulot. C'est ce que nous disions sur ce plateau, ce que j'ai fait et aujourd'hui, certainement, il a trouvé le bon bout. Voilà. Merci beaucoup à ceux-là qui nous ont envoyé leur message. Nous tendons déjà vers la fin de cette discussion. Nous allons faire un dernier tour de table rapidement pour voir les avec petites astuces pratiques à donner. Je vais commencer peut-être par la coach. Oui, la coach, des astuces pratiques pour vraiment se mettre à l'abri de ce stress de la fin du mois ou même quand vous avez fait des prêts à la banque, vous êtes obligé d'aller voir le découvert et puis vous mettez la corde au cou. Ok, je dirais déjà, avant de prendre une voiture, on s'assure d'aller faire une auto-école, d'aller apprendre et tout. À conduire. Mais combien parmi nous, avant de se lancer dans le monde de l'emploi, vont voir des personnes adaptées, adéquates, un peu comme l'expert, pour dire « bientôt je serai salarié. Qu'est-ce que vous me conseillez? Comment je peux m'y prendre ?» Donc, beaucoup vont sans une grande connaissance. C'est ce qui fait que les gens se cassent la tête, essaient de faire ce qu'ils pensent être bon, se cassent encore la tête et ne se relèvent pas peut-être et s'enfoncent dans des dettes. Donc, déjà s'informer. Même si vous n'avez pas la possibilité d'aller vers un expert, vers un coach, allez sur Internet. Voyez comment le salaire, qu'est-ce que le salaire est, comment je le gère pour pouvoir m'en sortir. Comme on l'a dit tout à l'heure, quelles sont les dépenses que je dois considérer en premier, les dépenses prioritaires. Comment je fais la répartition du salaire pour pouvoir réellement tenir. Et comme on a dit, soyez rigoureux avec vous-même. Soyez rigoureux avec vous-même, c'est-à-dire, au cours de cette journée, j'ai décidé de dépenser combien? Combien me... Oui, c'est vrai, c'est pas évident. En tout cas, moi, j'en connais qui s'en tiennent rigoureusement à leur planification de départ. Et puis, ça leur marche parfaitement bien. Ils se taillent 1 000 francs, 2 000 francs par jour. Et quand X ou Y veut se greffer sur leur plan, ils disent « Ah non, on peut se retrouver le lendemain. Pour aujourd'hui, je l'ai déjà calé et c'est fini. Suivez mon regard. » D'accord, on continue avec les astuces. On continue avec les astuces. Ok, mais on les juge le plus souvent, mais ces personnes-là finissent par nous prouver qu'elles avaient raison et que c'était la bonne méthode. Ok, donc c'est bon, je disais tout à l'heure, soyez rigoureux avec vous-même. Ne cherchez pas à impressionner qui que ce soit. Connaissez qui vous êtes et peu importe l'opinion, l'avis des gens, sachez ce que vous voulez bâtir. Ayez une vision de là où vous allez, de ce que vous voulez réaliser. Monsieur Anator, est-ce que ça vous convainc? Est-ce que ça vous rassure dans votre posture de salarié aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez vous réjouir de votre rôle que vous jouez dans la société aujourd'hui avec ces astuces, ces conseils de notre coach? Oui, je fais mien ces conseils. Il faut de la rigueur, vraiment. Voilà. Il faut de la rigueur. Et il faut aussi s'abstenir de le suivisme. C'est-à-dire, il ne faut pas aller au resto quand vous n'avez pas le moyen d'aller là. Il ne faut pas aller parce que les autres sont là-bas. Si vous n'avez pas la même fiche de paie. Ouais. Ou bien si vous voulez aller dans un resto, prenez le soin d'aller voir à combien il faut le mettre. Voilà. Donc, soyez rigoureux avec vous-même. Ne cherchez pas à passer dans toutes les buvettes tous les soirs quand vous finissez. Si vous allez vous asseoir et que vous prenez une petite allez vous créer d'ennuis. Arriver à la maison pendant que les autres, donc vous prenez une feuille et vous écrivez. Ah ben pourquoi j'aurais pu éviter ça? Ben, le lendemain, vous reprenez la même bêtise. Donc, il faut de la rigueur, vraiment. D'accord. Il faut vraiment de la rigueur. Chacun a sa vie, chacun a son existence et chacun a ses moyens. Vous avez écouté les uns et les autres. Ne suivez pas pour suivre.
faites ce qui ressort de vos capacités, de vos moyens, et vous verrez que vous allez tout doucement franchir des étapes, monter des escaliers et rejoindre les autres peut-être qui étaient à la cime que vous. Roch Akweyinou, satisfait de ce plateau, ça va, ça peut aller? Oui, ça va, très bien. Est-ce qu'on peut essayer de sortir de temps en temps de son schéma? On se retrouve tout à l'heure. Il faut planifier. Mais pour aujourd'hui, je ne l'ai pas planifié. Bon, voilà, on se retrouve le lendemain. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir partagé ce plateau d'échange, de conseils, d'astuces, d'enseignements avec vous. C'était donc Monsieur Eric Anator. Vous êtes professeur de français et donc enseignant. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi, Madame Daniela Adeshoubou, coach. Oui. Merci. Agréable journée à toutes et à tous. Roch Akweyinou? Oui, nous allons marquer une pause. Ouais. Karamat est à l'antenne. Eh bien, oui, après cette pause, nous avons soufflé un peu. Après le débat, donc, nous avons soufflé un peu. Nous allons à présent passer aux us et coutumes. Et nos us et coutumes aujourd'hui nous amènent dans l'Ouémé, où nous rencontrons les Adjatchenou, on parle de Khogbonou. Et vous le savez, tous autant que nous, ici au plateau, les samedis, dans cette partie du Bénin, prennent une envergure de fête très importante et on parle de Agor. Vous savez un peu de quoi je veux parler? Agor, vous savez quoi? Vous avez fait Porto pendant longtemps, la profession vous a amené à côtoyer les gens de Khogbonou, de Porto Nouveau, et vous voyez un peu comment ça se gère le Agor. En tout cas, c'est tout le temps mouvementé. Il y a souvent ces cérémonies de réjouissance, etc. Et vous savez quoi? C'est ça qui fait parfois partir le salaire en fumée très rapidement. Roch a parlé. Us et coutumes. Agor, c'est une cérémonie, n'est-ce pas, de réjouissance, c'est vrai, mais pas de réjouissance en tant que telle, mais d'offrande, d'action de grâce à Dieu pour le départ d'une personne, pour le rappel à Dieu d'une personne. Ça s'organise, quand on parle de Agor à Porto Novo, cette cérémonie-là se fait généralement dans le cadre des obsèques d'une personne, dans le cadre des obsèques d'un être qui est décédé. Mais il y a beaucoup d'autres fêtes, il y a beaucoup d'autres cérémonies, les baptêmes, voyez, le mariage, la cérémonie de la dot, il y a les anniversaires qui sont célébrés, il y a à Porto Novo les cérémonies qui s'organisent dans le cadre de la libération des apprentis. Il y a beaucoup de cérémonies, voyez, c'est vrai, mais ceux qui ne sont pas du milieu, ils ont tendance à tout confondre, à se dire, bon, ils sont toujours dans Agor. Non, il n'y a pas que Agor à Porto Novo. C'est lié au caractère heureux de Porto Novo, naturellement heureux de Porto Novo. À Porto Novo, nous aimons la fête, c'est vrai. Nous aimons dépenser pour la fête, c'est aussi juste. Et pourquoi? Parce que nous aimons le vivre ensemble. Nous aimons la joie, nous aimons tout ce qui est gaieté. L'autre élément par rapport aux fêtes à Porto Novo, parfois même, et surtout par rapport au Agor dont on parlait tantôt, c'est-à-dire les obsèques
qui sont organisées en guise d'offrande, n'est-ce pas, aux ancêtres, mais aussi en guise de réjouissance pour recevoir les amis et les parents. Il y a parfois un peu de dépenses et parfois un peu exagéré dans certains milieux de Porto-Novo, surtout dans les périphéries. Pourquoi? Parce que vous savez, chez nous, du point de vue traditionnel, lorsque vous organisez les obsèques, il faut aussi consulter pour voir si ces obsèques-là ont été bien organisées, si les ancêtres ont accepté les offrandes qui leur ont été offertes. Alors, si c'est très bien fait, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas très bien fait, si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, si les gens n'ont pas mangé, voyez, si les gens n'ont pas mangé, si les gens n'ont pas bu, c'est l'oracle qui révèle ça. Les parents n'ont pas mangé, les amis n'ont pas mangé, les voisins n'ont pas mangé, n'ont pas bu. À l'occasion des funérailles d'un défunt, c'est compliqué. Il faut reprendre et il faut peut-être même faire aussi des cérémonies, des propitiatoires pour conjurer les mauvais sorts avant de reprendre la cérémonie. Et ça fait beaucoup de dépenses, vous voyez. Donc c'est pour ça que chez nous, dans notre milieu, les gens s'organisent pour fêter, pour bien fêter, surtout le départ des parents. Et surtout lorsque la personne a un certain âge avant de mourir, il faut célébrer son départ. On ne dira pas que la personne est morte, non, mais que la personne a accompli une vie. C'est un identifiant majeur en ces moments-là. C'est ça qui fait que tout de suite, on dit, ah ben voilà, les gens sont en train de faire quelque chose ici. Vous quittez ici et vous faites peut-être 200 mètres, vous voyez encore d'autres personnes avec un uniforme. Si bien que autour des mêmes obsèques, vous pouvez voir 3, 4, 5 groupes peut-être de personnes habillées différemment, mais pour la même chose. Ça donne l'allure d'une manifestation trop grandiose et peut-être même trop ruineuse qui donne peut-être à frissonner à certaines personnes qui se disent mais est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas en train de se ruiner, ils ne sont pas en train de s'appauvrir. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que nous devons vivre et témoigner notre présence, notre vie vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du monde que nous existons. Voilà, c'était donc avec notre invité dans cet élément, Charles Ligan, la notion du agor. Voilà, le agor qui est parfois quelque chose de réclamé, de demandé par les ancêtres. J'arrive pas à comprendre. Et il paraît que quand vous n'arrivez pas à bien enterrer un des vôtres, un de vos parents, ou à votre invitation, il y a eu des ratés ou des invités à vous n'ont pas pu manger à satiété. Ça veut dire qu'il y a un problème, vous avez échoué à un moment donné. Oui, et à travers ces explications, on comprend que c'est culturel, c'est culturel. Lorsque vous avez un parent défunt, eh bien, vous devez faire la consultation, offrir à manger. Pour ceux-là, c'est comme si on faisait de l'aumône, du Sahara, comme on le dit. Il faut donner à manger et à boire à tout le monde. Et comme ça, le défunt, son âme est en paix. Et il paraît qu'il vous ouvre des opportunités. Des opportunités, c'est ce qu'on dit souvent. Mais vous savez, au-delà de ça aussi, le vivre ensemble, ça permet de se retrouver. Des gens qu'on a perdus il y a des années, ces moments de réjouissance permettent de se retrouver et puis de s'échanger des idées. Pourquoi pas de trouver aussi des opportunités. Vous allez à une fête de réjouissance comme ça, vous rencontrez quelqu'un qui dit mais tiens, tu fais quoi? Je suis dans tel secteur d'activité. Ah ben j'ai tel projet, j'ai telle opportunité. Bien sûr, il faut savoir absolument, il faut savoir profiter de ces moments surtout. N'allez pas seulement à ces fêtes de réjouissance pour manger et boire, revenir tout saoulé. Non, non, non. Il faut avoir la tête sur les épaules, savoir comment vous pouvez avoir quelques personnalités ou échanger des adresses rapidement. C'est important. Il a beaucoup fait à Porto-Novo. Merci donc à vous. Et nous allons, sans plus tarder, aller à la rubrique suivante, c'est prénoms africains.
Donc, c'est le moment d'installer le plateau de prénoms africains. Et nous avons le plaisir de recevoir Pascal Senamberogui. Bonjour. Bonjour, Roch, accueillez-nous. Merci. Moi, je dirais Ikulando ou Akunando, Pascal. Ça, c'est le Yoruba, non? C'est le batonou. C'est le batonou. Et vous comprenez aujourd'hui que... Akunando à la FIA, tout simplement. On répond à la FIA. Oui, à la FIA. Alors, c'est avec Pascal Senamberogui que nous allons découvrir aujourd'hui, pour commencer, un prénom africain de l'ère culturelle batonou. Et c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un pour nous parler d'un prénom batonou. Alors, quel est le prénom que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble avec les téléspectateurs, Monsieur Senamberogui? Le prénom que nous allons découvrir, c'est Wourou. Wourou, oui. Oui. D'accord. Wourou, c'est un prénom? C'est un prénom batonou. Ah bon? Oui, il est donné selon le rang de naissance de l'enfant. D'accord. Oui, mais avant d'en arriver là, il faut préciser que la société bâtonnée est organisée en castes. Il y a 2 castes. Il y a la caste des bâtonnous roturiers et la caste des Wasangari. Donc c'est selon les 2 castes, les prénoms sont donnés selon les 2 castes. Les 2 castes, pardon. Oui. Donc, Wourou, le prénom Wourou est donné dans la caste des bâtonnous roturiers. D'accord. Oui, donc, et ce nom vient par ordre de naissance. Donc, le premier fils bâtonnou dans la caste des bâtonnous est appelé Wourou. Wourou. Donc, je voudrais comprendre, qu'est-ce qui différencie les 2 castes? Les 2 castes sont différenciées par leur organisation sociale. Et parmi ces 2 castes, il y a des clans. Dans le clan des bâtonnous roturiers, on a des clans Kenou, de Yari, de Seko. Et ces prénoms sont associés à ces clans. Selon que vous êtes du clan des Seko, donc le premier fils, le Wourou, on lui a joint le prénom du clan. Du clan en question. Donc on pourra dire Wourou Seko. D'accord. Et ça permet d'identifier en même temps quel clan il appartient. Voilà. Avec le temps, on aura à découvrir, à explorer tout cela. Mais pour aujourd'hui, on va s'en tenir d'abord à notre Wourou. Et comme vous l'avez dit, c'est un nom qui vient par ordre de naissance. Donc, c'est le premier garçon qui naît. Le premier garçon qui naît est appelé... Automatiquement est appelé Wourou. Et ça veut dire quoi, Wourou? Wourou, c'est le nom qu'on... Premier garçon, c'est Wourou. Oui, c'est Wourou, c'est le nom que le bâton a. Donc ça veut dire que dans la même famille, je suppose, vous êtes 3 garçons issus d'un même père, d'une même mère, et fortuitement, vous faites vos premiers enfants la même année, et qui sont tous des garçons. Ça veut dire qu'on va leur donner tous des Wourou, c'est ça? On va leur donner tous des Wourou, mais on pourra les différencier par le nom de la maman. D'accord. Ah, d'accord. Là encore, c'est une autre Ce qui, moi, m'intéresse, voilà. Oui. Ce qui m'intéresse, vu que nous avons beaucoup de polygames au Bénin, où nous savons qu'il y a monsieur qui se marie à plusieurs femmes. Est-ce que ce rang-là, c'est en fonction de sa position chez la maman ou bien chez le papa, le Wourou en question? Le Wourou, ça dépendra. Soit c'est sa maman, la maman, au nom du côté de sa maman, on va le dire Wourou. Maintenant, si c'est dans la grande famille, s'il n'est pas le fils aîné, on pourra voir son rang de naissance en tenant compte des autres enfants de la famille. D'accord. Et qu'est-ce qui caractérise habituellement les Wourou que vous avez eu le temps de connaître, de découvrir, de côtoyer particulièrement? Il faut d'abord voir de quel clan il est avant de pouvoir savoir qu'est-ce qui le caractérise. Sinon, habituellement, il doit y avoir quand même un dénominateur commun. Oui, habituellement, Wourou, c'est le fils aîné qui est un peu plus calme. Un peu plus calme que les autres. Il est calme, il est patient, il est courageux.
la plupart du temps. D'accord. Oui. Wori, Woru. C'est un beau prénom. Né Woru. Woru, ça veut dire mon Woru. Woru, ça veut dire que mon fils est né. Et quand c'est une fille? Quand c'est une fille, c'est Nyon. Ok, Oui, d'accord. c'est Nyon. Oui, Nyon. Il faut vraiment préciser que dans la caste des bâtonnaux roturiers. Parce que si c'est un Wassangari, c'est un Wassangari, par exemple, si c'est le... Bon, je ne sais pas si on pourra le dire maintenant. On n'aura pas forcément le temps, mais allez-y pour cette explication rapidement. Ok. Si c'est un Wassangari, si c'est le premier fils. Si c'est le premier fils, si son papa était Woru, si son papa était Woru, donc le premier fils qui va donner, on ne l'appellera plus Woru. On l'appellera Bio-Geo. Bio-Geo, en attendant son baptême princier. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup à découvrir. Hein? Il y a beaucoup à apprendre. C'est clan par clan, classe dans classe. Voilà. Notre société est très bien. Dans le cas où le papa était bio, c'était un bio, donc il y aura forcément une autre déclinaison. Woru, on l'appellera Woru Boko. Monsieur Pascal Sinaberogui, vous restez avec nous pour cette semaine, en tout cas pour le mardi et mercredi, et en même temps pour découvrir et commenter cette image. C'est la capture. Oui, nous sommes là, c'est l'instant capture. Nous avons l'habitude de voir une image et de la commenter. Voilà la belle image que nous voyons. Comment peut-on décrire cette image? Nous voyons une femme qui a 3 enfants et qui est à vélo avec un tas de fagots sur le vélo. Un enfant entre le fagot et c'est formidable. Monsieur Pascal Sinaberogui, je voudrais aujourd'hui qu'on commence par lui, qu'on prenne son avis, son petit commentaire sur cette image de cette femme-là. Oui, c'est ce qui caractérise la vie au village. En milieu rural, oui. En milieu rural, voilà. En milieu rural, cette image est caractéristique de la vie en milieu rural. C'est pas un montage, hein? Donc c'est réel. Oui, comme lorsque vous allez dans les milieux ruraux, vous êtes souvent habitué à voir ces images. Tout à fait. Oui, vous voyez la femme qui... Et qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Ça me donne l'image d'une femme battante. Exactement. Qui n'attend pas forcément son mari avant de pouvoir subvenir à ses besoins. Elle-même, elle a sa part à jouer dans le développement économique de sa localité ou dans la vie du couple. Elle doit aussi, aux côtés de son homme, pouvoir mener d'autres activités, des activités agricoles ou d'autres activités. C'est très important. C'est une très belle image. Ah oui, une très belle image. De la femme qui se bat. C'est cette femme-là qui se bat, c'est cette femme courageuse. Et moi, j'irais même loin à dire c'est cette femme intrépide. Parce que vous voyez ce risque-là qu'elle a pris. Elle en est consciente que de mettre 3 de ses enfants qu'elle adore sur ce moyen à 2 roues, par définition, pas vraiment équilibré, avec un fagot de bois derrière. Donc vous voyez un peu... Ah oui, ça veut dire qu'elle veut régler les problèmes par elle-même, un peu comme m'a dit notre invité Pascal Sinaberogui. Elle n'attend pas forcément que monsieur aille lui chercher du bois, que monsieur aille faire le marché pour elle. Non, 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 elle est là. Elle est prête. C'est en fait la femme aux 1000 bras et tout ça caractérise la vie en milieu rural, comme l'a signifié aussi Roch. Mais quand je prends le Bénin, où est-ce qu'on pourrait retrouver de ces genres de femmes? Je crois quand on va vers le nord, quand on remonte là, dans la zone de Agbanizou et tout ça, on voit beaucoup de femmes comme ça, et aussi dans la Takora. Oui, bien sûr, dans la Takora. Oui, je connais, le travail m'a amené là-bas. Dans le zoo, il y en a beaucoup. Et je pense même que c'est parti de là, notre notion de Zémidjan aujourd'hui, tout est parti de ces femmes-là et dans cette localité. Dans l'OME aussi, quoi. Voilà, dans l'OME aussi, on les retrouve, ces femmes-là. On les retrouve un peu partout. Un peu partout, un peu partout. On les retrouve un peu partout, donc toutes nos félicitations à ces femmes-là. Roch a certainement quelque chose à dire aussi là-dessus. Non, je ne peux que leur dire félicitations et beaucoup de courage.
il va falloir que de temps en temps, on aille à la recherche de ces femmes pour les décorer. Ça leur ferait beaucoup plaisir. Ah, mais ça, c'est une belle idée. Hein? Ouais. Ne pas décorer forcément ou seulement les Il y a une journée, les femmes rurales, qui est célébrée en octobre. Il faut qu'on y pense. Ces célébrations-là, on pourrait penser. Oui, pour décorer ces femmes battantes. battantes. Tout à fait, pourquoi pas. Leur donner la distinction. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Nous allons dire merci à Pascal Sinamé-Roki. Je rappelle que c'est un collègue, il est journaliste ici à l'ORTB. Et vous êtes au centre de formation de l'ORTB. Bien sûr, c'est ça. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. On vous retrouve demain. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Aujourd'hui, dans Instant Éco, nous sommes lundi. Nous allons parler de la pomme de terre. Merci beaucoup. Nous allons parler de la pomme de terre, comme Roch l'a dit. Combien sommes-nous à consommer la pomme de terre produite au Bénin? C'est une question. Et pourtant, on en produit. On en produit. Et nous sommes dans la période de récolte. Nous sommes dans la période de récolte. Mais nous sommes très peu, ces Béninois, à consommer vraiment la pomme de terre locale, c'est-à-dire la pomme de terre que le Bénin lui-même, il produit. Alors que, comme Roch l'a dit, nous avons notre localité, la grande localité qui produit suffisamment la pomme de terre, c'est Karimaman, qui est l'une des marques déposées. Alors, depuis un certain temps, on remarque que la pomme de terre n'est plus vraiment disponible sur le marché, faisant donc concurrence avec la pomme de terre importée. Alors, il fut un moment, Roch, où la pomme de terre là, a été abandonnée, où les producteurs même étaient fatigués de produire la pomme de terre. Pas que le sol béninois ne répondait pas vraiment à non, mais ils étaient confrontés à un problème d'intrants. À un problème d'intrants, vous savez, pour tout agriculteur, pour tout producteur, c'est la semence qui est le premier élément. Et donc, ce qui, à un moment donné, a fait problème ou ombrage à ces producteurs de pommes de terre au Bénin, c'est la semence qui n'était pas produite au Bénin, qu'on n'arrivait pas à conserver au Bénin parce que notre climat n'est pas favorable à cela. Et donc, la pomme de terre est très souvent importée. La semence, elle est importée de l'Occident, de la France précisément. Et à un moment donné, il y a eu rupture. Mais depuis un certain nombre de temps, un certain moment, nous avons connu tout doucement nos producteurs qui ont commencé par s'intéresser. Comme Roch l'a dit, nous sommes actuellement dans la période de production où quand vous allez à Karimaman actuellement, ça se récolte de la pomme de terre de chez nous et elle est vraiment délicieuse. Elle est très délicieuse comparativement à ce qui nous vient de l'extérieur. Alors, rapidement, si vous permettez, parce que vous allez me demander des chiffres. Oui, allez-y très rapidement. Voilà, en 2011, nous avons pu produire 43 tonnes de pommes de terre au Bénin. 43 tonnes, c'est oui, beaucoup. 43 tonnes. Et en 2012, ça a monté un tout petit peu, c'est-à-dire en 2012 et en 2013, nous sommes restés à 45 tonnes. Et nous avons connu une chute en 2014. Et il faut dire que la pomme de terre est vendue à 700 francs le kilogramme. Donc voilà un peu rapidement, de façon ramassée, ce que nous pouvons dire sur la pomme de terre au Bénin, qui contribue d'une manière ou d'une autre, qu'on le sache, à l'économie nationale. Déjà, elle arrive à nourrir beaucoup de producteurs et elle contribue un peu à notre développement au Bénin. Oui. Merci beaucoup. Mais malheureusement, sur le marché, c'est que cette pomme de terre produite au Bénin, elle est quasiment absente. Elle est non seulement quasi absente, mais elle est plus chère lorsqu'elle se retrouve sur le marché. Exactement. En tout cas, il va falloir faire un travail là-dessus. Merci à vous pour ces informations sur la pomme de terre. Et nous avons le plaisir de recevoir à nouveau notre humoriste Eliphaz. Oui. Eliphaz. Oui. Moi, je ne vous parle pas. Tu nous boudes, c'est ça? Non, moi, j'appelle le chef de famille. Ah, d'accord. Pomme de terre, c'est pas normal. Vous appelez quel chef de famille? Chef de famille. Ah, il trouve que la pomme de terre ne devrait pas être aussi chère. C'est pas normal, quoi. Alors, chef de famille, le basé, le télé, à l'aucun point Salut. Il y a les pommes de terre, les gosses carrément, ma fière de nos varis.
bon, j'en ai un d'ici toi. Ma chef de famille, il y a le d'accord à donner, revoir tiens, et il y a le coq ou à compter. Le coq n'a pas rendre visite nous et de continuer. Pourquoi? Tout d'abord, le coq il a été sordo et mêlé pour le goût à main. Coq le comme à l'eau et aux outils. C'est coq comme à l'eau. Voilà. Et Minassé est professeur de mathématiques. Le coq qui n'a pas de plumage. Minassé est professeur de mathématiques de l'aide et voisin les gars. Donc il est un calcul bleu. Et le calcul est 72,36. Et ça une opération bleu à moi aussi mais ils sont très forts là-bas. Ils sont très forts. À 900 millions. Un bleu transfert. Allô. Pourquoi ils ont coupé moi, Andy? Il ne peut pas couper. Bien des fois, couper d'autres même. Chef de famille, on comprend tant quoi. Chef de famille, il a gaffé un peu. Oui. Bon, donc peut-être que ce sont tes unités qui sont finies. Petit déjeuner, Jean-Pierre Combert, coupé d'autres même. D'accord, on a compris. Merci, Eliphaz. Merci. Eliphaz, merci beaucoup. Dans son ironie, on a compris. Il a parlé du coq, il a parlé de calcul. Bon, il a tenu compte de l'actualité. Vous savez, les humoristes, c'est ce qui les particularise. Ils savent parler de façon détournée de certaines choses. Merci à vous, Eliphaz, d'être passé dans cette émission. Et je rappelle qu'il nous a laissé beaucoup de vidéos que nous allons, les jours à venir, passer dans cette émission. Merci beaucoup à toi, Eliphaz. Merci, Eliphaz, et de toujours alimenter la toile par tes vidéos qui font vraiment rire. Roka Kwenginou, vous avez compris, c'est pratiquement la fin de cette émission et déjà on entend cette belle collaboration de Fanny Sena et du regretté Omar Bi. Et c'est avec ce son justement que nous allons remercier nos amis téléspectateurs pour nous avoir suivis de bout à tambour. Nous sommes lundi, ayez la pêche, c'est très important. Oui, c'est très important. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là, à tous nos invités qui sont venus sur ce plateau. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Et une fois encore, salut à l'artiste Omar Bi qui a tiré sa révérence et qui a été déjà conduit à sa dernière demeure avec une grande foule derrière. C'est ça, quand vous êtes vivant, il faut essayer de faire de belles choses comme ça. On regrette votre mémoire. Merci beaucoup. C'est la fin. On se retrouve tout simplement demain. Portez-vous bien. Au revoir. You know me better.